Bonjour. Je vois que vous êtes déjà nombreux Bonjour. à être connectés. Vous nous rejoignez au fil de l'eau. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un bienvenue à notre webinaire concernant la prévention santé au masculin, que nous présentera dans quelques instants le docteur Morel, médecin généraliste au sein du département prévention cancer et environnement au centre Lyon-Bérard. Et nous aurons également le témoignage d'un patient, monsieur Cardener. Je me présente, Marilyn Bessonnat, je suis la responsable du service Action sociale prévention santé du groupe Apicil pour les métiers de la santé et de la prévoyance. Pour cette année 2024, nous avons décidé de mettre en place et de financer une série de 5 webinaires sur la prévention santé dédiés pour vous, nos clients, afin de vous accompagner à prendre soin de vous. Donc, ces webinaires sont également disponibles en replay, donc vous pouvez les visualiser et les partager sans problème. Donc, juste un petit rappel, voilà, pour mémoire, sur les webinaires que nous avons fait sur l'année 2024. Donc, en mars, nous avions un webinaire sur la nutrition. En juin, c'était sur le soleil. En septembre, la santé mentale. En octobre, en lien avec le cancer du sein. Et donc, on se retrouve aujourd'hui pour notre dernier webinaire de l'année dédié à la prévention des cancers masculins dans le cadre de Novembre Bleu. Pour l'heure, donc, je laisse la parole au docteur Morel. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat afin que le docteur puisse apporter des réponses dans le dernier quart d'heure de la présentation de ce webinaire. Je vous souhaite un très bon webinaire à tous et surtout, prenez soin de vous. À vous, docteur. Merci Marilyn. Bonjour à tous. Merci de votre présence pour ce webinaire consacré à la prévention. Donc, je suis le docteur Arnaud Morel, je suis médecin généraliste de formation et je travaille au centre Lyon-Bérard, qui est situé à Lyon et qui est un centre de lutte contre le cancer. Et j'y suis responsable de l'hôpital de jour Pasca, où nous prenons en charge les complications et les séquelles qui peuvent résulter d'un traitement du cancer. Donc finalement, l'aspect préventif, c'est un aspect que j'aborde assez régulièrement avec mes patients. Et c'est pour ça que je rejoins totalement l'initiative d'Apicil de parler de ça avec vous et de vous sensibiliser à cette cause. Donc là, pendant l'heure qui va suivre, l'idée, ça va être que je vous explique un petit peu pourquoi est-ce qu'il faut prévenir les cancers, comment est-ce que côté médical on procède, et puis surtout comment est-ce que vous pouvez aussi agir en tant que patient. Donc pour commencer, on va peut-être remettre un petit peu de contexte. Donc d'après les chiffres de Santé publique France, le cancer, c'est la première cause de mortalité chez l'homme, devant les maladies cardiovasculaires. On estime qu'en 2023, c'est pas moins de 245 000 nouveaux cas de cancer chez l'homme, avec des chiffres qui sont en constante augmentation depuis plusieurs décennies. En première place, on va retrouver le cancer de la prostate, le cancer le plus fréquent, avec environ 60 000 nouveaux cas en 2023. Puis en seconde position, le cancer du poumon, avec 33 000 nouveaux cas, et en troisième place, le cancer colorectal, avec 26 000 nouveaux cas. Je mentionne également le cancer du testicule, qui concerne quand même 3 000 nouveaux patients par an, et qui est le cancer le plus fréquent chez l'homme jeune. Côté mortalité, on remarque qu'il y a quand même des améliorations des chances de survie qui sont essentiellement liées au progrès des différentes thérapeutiques, mais il n'en reste pas moins que 90 000 hommes décèdent chaque année par cancer, ce qui fait environ 250 nouveaux cas de décès quotidiens. Donc, outre le caractère parfois fatal de la maladie, le cancer, ça peut être également pourvoyeur de tout un lot de bouleversements et de changements dans la vie quotidienne dont il est important de parler, que ce soit au moment du diagnostic, pendant les traitements et puis parfois même des années après. On a des études assez bien documentées là-dessus qui montrent que plus d'un patient sur deux conserve une fatigue retentissante à 5 ans des traitements, ce qui n'est pas négligeable. Les symptômes, la constellation de symptômes qu'on peut ressentir, elle est extrêmement variée, avec à la fois des symptômes qui sont liés à la maladie elle-même. Le cancer peut être pourvoyeur de fatigue, de douleur, de saignement, et puis de symptômes plus spécifiques selon sa localisation. On va avoir également tous les effets secondaires liés au traitement, que ce soit en phase aiguë pendant l'administration, et puis parfois même des années durant du fait des toxicités de ces mêmes traitements.
Donc, pour vous donner des exemples, les plus connus, ça va être les vomissements, la perte d'appétit, la perte de cheveux, mais on en a plein d'autres dont on ne parle pas suffisamment. Il y a les troubles de la mémoire et de la concentration qui peuvent durer très longtemps après. On va avoir les bouffées de chaleur avec certains traitements comme l'hormonothérapie. On peut avoir des douleurs post-chirurgicales aussi, parce qu'il n'y a pas que la chimio. On peut avoir des douleurs liées à la radiothérapie, donc aux rayons, aux irradiations. Et puis, on va avoir une dernière catégorie de symptômes qui sont des conséquences que je dirais plutôt indirectes, mais qui sont quand même liées au cancer et dont il est important de parler, avec par exemple des difficultés à reprendre une activité professionnelle, et donc toutes les difficultés financières qui peuvent en résulter. Des difficultés dans le couple aussi, parce que c'est pas une épreuve anodine et qui se partage à deux. Des problèmes de l'humeur, l'anxiété, la dépression, pareil, qui est extrêmement prévalent dans ces populations. Et je pense vraiment que c'est important de parler de ça avec vous, parce que quand on fait de la prévention, il faut savoir pourquoi on l'a fait. Et on l'a fait aussi pour éviter tous ces symptômes et tous ces changements de la vie finalement. Donc finalement, les objectifs de la prévention, je les regroupe en 4 catégories principales. La première étant tout simplement diminuer le nombre de cancers, c'est-à-dire diminuer l'incidence. Parce que si on fait de la prévention efficacement, on peut vraiment prendre le mal à la racine. Améliorer le pronostic de la maladie, c'est-à-dire augmenter les chances de guérison. Diminuer le risque de mortalité, puis le risque de morbidité, c'est-à-dire de développer des maladies annexes du fait du cancer. En troisième, il y a améliorer la qualité de vie de nos patients, donc réduire les symptômes et leur retentissement dans le quotidien. Et puis enfin, à une échelle personnelle et nationale, réduire les coûts de santé liés à la prise en charge des cancers. Quand on parle de prévention, on peut avoir tendance à penser que la prévention, ça se passe avant la maladie, et que si on tombe malade, c'est que la prévention a échoué. Or, dans la pratique, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. La prévention, ça s'échelonne tout au long de la prise en charge du patient. On parle de prévention primaire, secondaire et tertiaire. La prévention primaire, c'est ce que se représente l'imaginaire collectif en général, c'est toutes les mesures qui réduisent le risque de développer une maladie. Par exemple, si votre médecin vous conseille d'arrêter de fumer pour ne pas développer un cancer du poumon, c'est de la prévention primaire. En fait, on va éviter la survenue de la maladie par un comportement de santé plus propice. Ensuite, on a la prévention secondaire qui est essentiellement représentée par les dépistages. Le but, ça va être, ça regroupe tous les examens, toutes les mesures qui visent à détecter la maladie de manière précoce. Par exemple, si vous faites le dépistage du cancer colorectal et que ça permet de mettre en évidence une lésion qui est encore très peu développée et que ça permet de la prendre en charge très efficacement, c'est une prévention secondaire efficace. Et enfin, on a la prévention tertiaire qui, elle, correspond à l'ensemble des mesures qu'on met en place pour réduire le retentissement de la maladie et de ses symptômes dans la vie quotidienne. Par exemple, si on reprend l'exemple du cancer du poumon, si on propose à un patient de faire de l'activité physique adaptée pendant son traitement, on réduit son ressenti d'essoufflement, on réduit sa fatigue, on améliore son sommeil, son humeur, son niveau d'énergie, si je puis dire. Et donc tout ça, ça rentre dans le cadre de la prévention tertiaire. On a vu les objectifs, on a vu les types de prévention. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu plus aux outils qu'on a en pratique pour la mettre en place. Pareil, j'ai fait une classification en 4 parties. La première étant toutes les mesures médicamenteuses de prévention, donc la prophylaxie médicamenteuse. Ensuite, l'hygiène de vie, ou les règles hygiéno-diététiques aussi, comme on les appelle, qui correspondent en fait à adopter des comportements de santé favorables pour diminuer les facteurs de risque de cancer. Les examens de dépistage, comme je disais tout à l'heure, pour la détection précoce. Et puis une quatrième catégorie que je n'aborderai pas en détail, mais qui me semblait important de mentionner, c'est la surveillance médicale. C'est-à-dire que si vous développez un cancer, même quand le traitement se passe tout à fait bien, vous revenez à échéance régulière pour faire différents examens. Et le but, en fait, c'est que si malheureusement vous veniez à développer une récidive, on s'en rende compte le plus tôt possible pour avoir une prise en charge la plus efficace possible. Alors, pour la prophylaxie médicamenteuse, on va faire bref, il n'y a à ce jour pas de médicaments en tant que tels qui préviennent le cancer. Ça rend le dépistage et l'hygiène de vie d'autant plus importants. Toutefois, je mentionne quand même un cas particulier, c'est le vaccin contre le papillomavirus.
Ça peut paraître bizarre qu'on en parle dans une présentation sur les cancers masculins, mais c'est d'autant plus important. L'HPV, donc comme vous le savez peut-être, c'est une maladie sexuellement transmissible qui est extrêmement fréquente en population générale. On estime qu'environ 80% de la population sera infectée à un moment donné au cours de sa vie, et plus de la moitié des cas surviennent au début de la vie sexuelle, donc plutôt entre 15 et 24 ans. La plupart du temps, c'est une infection qui est tout à fait bénigne, qui ne fait aucun symptôme et qui disparaît toute seule. Mais il arrive que l'HPV en fait se réactive au cours de la vie et fasse des infections itératives. C'est pour ça d'ailleurs que c'est pas un signe que votre conjoint va avoir ailleurs, hein, c'est simplement que ce virus est dormant et puis peut récidiver par moment. Quand il persiste, ce virus, il est responsable de cancer dans environ 5% des cas. Le plus connu, c'est le cancer du col de l'utérus, mais pas que. Il y a 25% des cancers à HPV qui surviennent chez l'homme, et notamment des cancers du pénis, de l'anus et de l'oropharynx, c'est-à-dire l'arrière de la cavité buccale. Donc c'est pour ça que depuis quelques années, on s'est inspiré du modèle de d'autres pays et on a proposé la vaccination à la fois chez les adolescentes et les adolescents. Plus le vaccin est fait tôt et plus il est efficace sur ce fameux HPV et les risques de développer un cancer. Donc le schéma vaccinal se passe de la façon suivante. Si c'est fait entre 11 et 14 ans, c'est 2 doses espacées de 2 mois d'intervalle. Et si c'est commencé entre 15 et 19 ans, on ajoute une 3e dose à 6 mois. Sachant qu'on peut pousser jusqu'à 26 ans pour le schéma de rattrapage chez des hommes qui ont des rapports avec des hommes. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment à la fois de protéger l'adolescent et puis de protéger également ses partenaires sexuels tout au long de sa vie. Le vaccin, il est remboursé à hauteur de 65% par l'assurance maladie dans ces indications-là. Vous pouvez vous le faire prescrire par le médecin traitant, par le pharmacien ou par l'infirmier. Et puis, il y a également, parfois il est proposé gratuitement dans des centres de vaccination. Et il y a également une campagne nationale à destination des collégiens en 5e. L'hygiène de vie. Donc, on estime aujourd'hui que 4 cancers sur 10 seraient liés à des facteurs de risque qui auraient pu être évités. Avec en première position donc le tabagisme qui serait imputable à 20%, 20% des cancers seraient imputés au tabac. On a ensuite l'alcool avec environ 8%, le surpoids et l'alimentation déséquilibrée, 5,4% chacun. Et puis, on en a plein d'autres. Certaines infections, comme le papillomavirus qu'on vient d'évoquer, le virus de l'hépatite B et C avec les cancers du foie, l'Helicobacter pylori avec le cancer gastrique. On a aussi certaines expositions professionnelles à des agents chimiques, les rayonnements ultraviolets, donc les rayonnements solaires, les rayonnements radioactifs, l'inactivité physique, les traitements hormonaux, l'absence d'allaitement et les particules fines. Et donc, en fait, adopter une hygiène de vie saine, en fait, ça va être réduire l'impact de ces facteurs de risque sur votre santé en adoptant des comportements favorables, si je puis dire, et donc diminuer in fine votre risque de cancer. Un facteur de risque, c'est une caractéristique ou un comportement qui augmente ce risque. Certains sont liés directement à l'individu et certains sont liés à l'environnement qui l'entoure. Il y en a qui sont évitables, il y en a qui ne le sont pas. Par exemple, vous ne pouvez pas jouer sur votre génétique, vous ne pouvez pas jouer sur votre âge, sur votre sexe. Par contre, vous pouvez jouer sur votre consommation alimentaire, votre consommation d'alcool, votre activité physique, etc. Et ce sera justement l'objet de notre 3e partie. On va voir un peu ce qu'on peut mettre en place dans le quotidien de manière simple et pragmatique pour améliorer l'hygiène de vie. Les dépistages, donc, ils sont classés en 2 catégories. D'une part, on a les dépistages organisés. Donc, le dépistage organisé, c'est un examen de dépistage qui est proposé systématiquement à un individu sous réserve qu'il fasse partie d'une population donnée. Et à contrario, le dépistage individuel, c'est un examen qui est proposé au cas par cas dans le cadre du dialogue entre le médecin et le patient, et au regard en fait de l'histoire de vie, des antécédents médicaux et des facteurs de risque. Il y a 3 examens qui rentrent dans le dépistage organisé en France. Un qui va nous intéresser. Donc il y a la mammographie
et le frottis pour le cancer du col de l'utérus. Et puis, on a en troisième position donc le dépistage du cancer colorectal, qui, lui, par contre, concerne toutes les femmes et tous les hommes de 50 à 75 ans. Côté dépistage individuel, comme je disais, c'est au cas par cas, mais on va quand même en aborder 4 aujourd'hui, qui sont le cancer de la prostate, du poumon, du testicule, et puis on parlera aussi du mélanome. Donc, pour commencer avec le dépistage du cancer colorectal, donc qui s'effectue via un test qui s'appelait avant l'hémoculte et que maintenant on appelle le FIT test, le test immunofécal, et qui de manière générale est recommandé chez tout le monde entre 50 et 74 ans tous les 2 ans. Donc vous allez recevoir par la poste un courrier qui vous incite à aller chercher un kit de dépistage que vous pouvez récupérer à la pharmacie ou chez le médecin traitant. Donc le contenu de ce kit, il est détaillé sur la photo que vous pouvez voir à droite. En fait, l'objectif de ce test, ça va être de rechercher la présence de sang dans les selles, parce que les cancers colorectaux peuvent provoquer ce type de symptômes. Donc sur le premier onglet, vous avez la notice. Sur le deuxième, vous avez la fiche de renseignement, le dispositif pour recueillir les selles et le petit flacon de prélèvement. Et sur le troisième onglet, vous avez le sachet de protection et l'enveloppe préaffranchie pour envoyer le tout. Donc pour faire votre test, vous allez suivre la notice pas à pas. Vous remplissez la fiche de renseignement qui est dans l'onglet 2, les étiquettes qui sont avec. Vous collez l'étiquette sur le flacon. Vous posez le dispositif de recueil de sel qui en fait ressemble à une sorte de parachute qu'on met dans les toilettes. Vous faites vos besoins. Avec la tige dans le tube, vous enduisez de sel la petite tige. Vous replacez dans le flacon, vous secouez. Et puis vous mettez le tout dans le sachet de protection. Le sachet de protection dans l'enveloppe. Et l'enveloppe est préaffranchie, vous envoyez. À noter que le test doit être envoyé dans les 24 heures qui suivent le prélèvement. Donc, on évite de faire ça un week-end ou un jour férié parce que ça peut fausser les résultats. Vous recevez les résultats par SMS ou par courrier au choix, votre médecin traitant aussi. Et si le résultat revient positif, donc vous serez invité à revoir votre médecin traitant pour en reparler. À noter que les saignements dans les selles, ce n'est pas un symptôme spécifique de cancer. C'est-à-dire qu'il y a d'autres causes totalement bénignes qui peuvent donner des saignements. En gros, si le test est positif, ça ne veut pas forcément dire cancer. Et donc, si vous avez un test positif, justement, pour tirer ça au clair, eh bien, votre médecin traitant, en général, il va vous réadresser vers une coloscopie, qui est donc en fait un examen où, sous anesthésie générale, on introduit un endoscope, une sorte de tuyau avec une caméra au bout, directement dans le rectum pour aller voir la cause du saignement et puis, si besoin, faire des prélèvements locaux. Donc, il est proposé, donc, en cas de test positif, il est aussi proposé à tous les patients qui présentent un risque élevé de cancer colorectal. Donc, ces patients-là sont dispensés du FIT test, ils font directement la coloscopie. Et donc, le risque élevé de cancer colorectal, globalement, ça correspond aux patients qui ont un antécédent au premier degré. En gros, si vous avez votre père, votre mère, votre sœur qui ont fait un cancer colorectal, eh bien, vous êtes directement dans la surveillance sous coloscopie. Et puis, bien évidemment, en cas de symptômes évocateurs, si par exemple vous avez un tableau de constipation ou diarrhée chronique ou de saignement visible dans les selles ou de perte de poids inexpliquée, votre médecin traitant peut aussi vous réadresser vers cet examen-là. Donc, vous allez rencontrer un gastro-entérologue, il va valider l'indication, il va vous proposer une date d'intervention. Vous verrez aussi un anesthésiste avant pour préparer l'anesthésie générale. Et puis, vous aurez des consignes à respecter le jour de l'examen et puis les 2 jours avant. Donc, on va vous demander de boire plusieurs litres d'une préparation colique, en fait, qui a une visée laxative, qui va vous aider à aller aux toilettes. Vous devez adopter aussi pendant les 48 heures précédant l'examen un régime sans résidus, c'est-à-dire sans légumes, sans fruits, sans céréales complètes, sans boissons alcoolisées, entre autres. Parfois sans laitage aussi. À côté de ça, vous pouvez continuer de manger des féculents blancs, du pain blanc, des biscuits secs, de la viande, du poisson, des œufs, et puis boire de l'eau ou du soda. Le jour J, vous arrivez bien à jeun d'au moins 9 heures. Donc généralement, quand c'est fait le matin, on dit que de plus manger, plus boire, plus fumer à partir de minuit. Vous êtes emmené au bloc, vous êtes anesthésié, puis donc l'examen prend une vingtaine de minutes.
Ensuite, vous êtes amené en salle de réveil, puis si tout se passe bien, vous repartez le soir. Pareil, donc les prélèvements sont envoyés en examen, à savoir que dans la quasi-totalité des cas de cancer, je vous le dis, c'est valable après, il n'y a que les analyses des prélèvements qui peuvent conclure au diagnostic de cancer. Les imageries, tout ça, c'est autre chose, ça permet d'orienter, mais c'est les prélèvements qui confirment. Et donc après, selon les résultats, vous serez pareil reconvoqué auprès de votre médecin traitant pour refaire le point sur tout ça. Cancer de la prostate. Donc ça, par contre, c'est un dépistage individuel. Donc, aussi 2 examens. Le premier, c'est un dosage sanguin. On va doser ce qu'on appelle le PSA, l'antigène spécifique de prostate, et le toucher rectal, donc qui est un geste où en fait le médecin introduit un doigt ganté au niveau de l'anus pour apprécier la consistance et la taille de la prostate, qui est un examen qui n'est pas agréable mais qui n'est pas censé être douloureux, hein. Pour le dosage du PSA, donc on recommande d'éviter les rapports sexuels et une activité physique intense avant le prélèvement parce que ça peut fausser les résultats. Et donc, quand on s'engage dans une démarche de dépistage, généralement on commence à 50 ans, on fait ça tous les 2 ans, et parfois on commence même un peu plus tôt. Par exemple, si vous êtes d'origine africaine ou antillaise ou vous avez des antécédents dans la famille, on commence à 45 ans. Et puis, bien évidemment, si vous avez des symptômes urinaires évocateurs, par exemple, si vous avez du sang dans les urines ou dans le sperme, ou vous avez besoin de pousser pour uriner, ou vous avez des fuites, des incontinences, que vous vous réveillez souvent la nuit pour y aller, tout ça, ça peut aussi justifier ce type d'examen. À savoir que je sais que ça peut rebuter un certain nombre d'hommes, la perspective du toucher rectal. Il faut dédramatiser la chose dans le sens où déjà, d'une part, moi, tous les médecins que j'ai connus ne le faisaient pas forcément. Et surtout, vous avez un droit de regard, c'est-à-dire que vous avez le droit aussi de dire « je ne veux pas de toucher rectal ». Par contre, vous êtes informé que forcément, la performance du dépistage elle est moins élevée. Et ça, après, voilà, c'est à vous de voir comment vous voulez procéder. Mais en tout cas, il ne faut pas que ça vous limite dans le fait d'en parler à votre médecin. Hein, c'est un dialogue à avoir et on ne va pas vous forcer à faire des choses que vous ne voulez pas, en tout cas. Là qu'on est sur le cancer de la prostate, je trouve que c'est un bon exemple pour parler aussi des limites des dépistages. On a parlé des bénéfices, mais il y a aussi des limites et c'est important qu'on refasse le point là-dessus. Pour la faire simple, aujourd'hui, on est capable de détecter des cancers, mais on n'est pas toujours capable de détecter si ces cancers se seraient manifestés à un moment donné ou pas. Sachant qu'en moyenne, un cancer de prostate, les symptômes apparaissent environ 10 à 15 ans après le début du développement de ce cancer. D'autant plus qu'un PSA qui est élevé, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un cancer, et inversement, quand il y a un cancer, le PSA peut être faible. Donc en gros, ce qu'il faut en retenir, c'est que on dépistait tout le monde, on risquerait de traiter des cancers qui, en fait, ne se seraient jamais manifestés, et on fait courir des risques en termes d'effets secondaires suite aux examens et aux interventions que ça engendre. Et à contrario, si on dépiste personne, on passe à côté de certains cancers qu'on aurait pu prendre en charge beaucoup plus tôt et qui, du coup, auraient nécessité moins de traitement et auraient provoqué moins de séquelles. Donc aujourd'hui, le bénéfice du dépistage en systématique, il n'est pas prouvé et il n'est pas conseillé. C'est encore l'objet de débats au sein de la communauté médicale. Moi, j'ai entendu plein d'avis là-dessus. Ce que j'en pense, c'est qu'en fait, c'est une décision que vous devez mûrir vous-même. Vous avez des brochures qui sont bien faites sur le site de l'Institut national du cancer, hein, l'INCa. Là, vous avez à droite la photo de cette fameuse page de garde de la brochure que vous pouvez lire, je vous y encourage. Vous pouvez en parler à votre médecin traitant aussi pour avoir son avis. Mais voilà, c'est une décision qui doit venir de vous au regard des risques et des bénéfices que ça engendre, sachant qu'on ne peut pas savoir à l'avance. Si jamais vous vous engagez dans cette démarche de dépistage et que le dépistage revient positif, donc votre médecin, a priori, va vous envoyer voir un urologue pour la suite des bilans, qui va soit faire des imageries, donc une échographie ou une IRM, soit directement procéder à des biopsies de la prostate, qui sont faites sous anesthésie locale avec une aiguille, qui est guidée par une échographie, et donc qui passe soit par voie rectale, soit par voie périnéale, c'est-à-dire au niveau de la peau entre les organes génitaux et l'anus. Voilà, c'est un examen pareil, qui n'est pas très agréable, mais qui n'est pas censé être douloureux.
Et donc, c'est le même topo que tout à l'heure. Il n'y a que les prélèvements qui peuvent confirmer un diagnostic de cancer de la prostate. Voilà. Sachant que oui, je vous le mentionne quand même, il y a un certain nombre de cas de PSA élevés qui ne sont pas liés à un cancer, mais qui sont liés à une hypertrophie bénigne de la prostate, c'est-à-dire que la prostate grossit en taille, ou alors il y a un adénome, c'est une tumeur bénigne qui ne métastase pas et qui peut donner les mêmes symptômes et qui en l'occurrence n'a aucun potentiel cancéreux. Et donc voilà, on en revient à ce que je disais tout à l'heure sur le surtraitement. Cancer du poumon, même topo, c'est un dépistage individuel. Aujourd'hui, on est bien au clair sur les bénéfices qu'on aurait à le proposer en population générale, mais on manque encore d'informations sur le risque encouru à proposer ce dépistage à tout le monde. Donc, globalement, on le fait au cas par cas selon les facteurs de risque, selon les symptômes du patient. Ça se fait par scanner thoracique. Donc, c'est un examen qui ne fait pas mal, qui est rapide. Il y a assez peu d'irradiation. Si vous êtes claustrophobe, aucun problème, c'est pas un tube fermé. Et il est proposé, alors il n'y a pas d'indication précise, mais en général, ça va être plutôt des patients entre 50 et 75 ans qui ont beaucoup fumé et longtemps, ou alors qui ont un peu de symptômes qui pourraient être suspects, comme une toux, du mal à respirer qu'on ne s'explique pas, des infections à répétition, etc. Voilà. Si on voit une lésion suspecte à l'imagerie, eh bien, on va vous réadresser vers un pneumologue pour continuer les investigations. Donc ça, je vais pas rentrer dans le détail, c'est pas ma spécialité. Globalement, il y a différents procédés selon la localisation de la lésion suspecte. On peut procéder par biopsie à l'aiguille avec un scanner pour se guider, avec une anesthésie locale. On a également, parfois les interventions doivent se faire au bloc chirurgical, vous êtes anesthésié, et donc on fait une thoracoscopie, comme sur l'image du milieu. On fait des petits trous, et on met une caméra, et on fait un prélèvement dans le même temps. Ou alors, sinon, on procède par bronchoscopie, comme sur l'image de droite. Et donc là, c'est comme pour la coloscopie, en fait, on met un endoscope, une caméra, on va dans les bronches et on prélève la lésion. Le cancer du testicule. Alors, le meilleur dépistage, c'est celui qu'on fait soi-même. On encourage l'autopalpation chez tous les hommes de 14 à 45 ans minimum. Une fois par mois, c'est pas mal. Ça s'apprend assez bien une fois qu'on a l'habitude. Donc, premièrement, on va regarder s'il y a un changement au niveau du poids et de la taille des testicules. C'est pas grave s'il y a une petite asymétrie entre les testicules, c'est normal. Ce qu'on va regarder, c'est si ça a changé récemment. On palpe d'avant en arrière avec les doigts, et puis en fait, on va essayer de chercher s'il y a des nodules, c'est-à-dire des petites indurations à la surface du testicule, à ne pas confondre avec l'épididyme, qui est un petit organe situé sur le côté du testicule, avec en fait un sac où sont stockés les spermatozoïdes. De toute façon, en cas de doute, pareil, vous allez voir votre médecin pour refaire le point, et s'il y a une suspicion, on vous proposera une échographie des testicules et des prises de sang. Voilà. Et pour finir, le dépistage du mélanome. Donc, le mélanome, c'est un des types de cancer de la peau qui se développe aux dépens des mélanocytes. C'est les cellules responsables du bronzage. C'est un des types de cancer de la peau qui peut métastaser, qui peut se propager, d'où l'intérêt d'une détection précoce. Donc, le principal facteur de risque du mélanome, c'est les expositions aux rayons ultraviolets, donc au soleil et aux cabines de bronzage, notamment si vous avez la peau très claire. D'où l'importance de s'inspecter régulièrement la peau, comme pour le testicule. On va venir faire une inspection et puis on va regarder s'il y a des nouvelles lésions ou si elles ont changé d'aspect. Pour ça, on respecte la règle ABCDE. Donc A pour asymétrie. Est-ce que le grain de beauté, est-ce que la lésion a un aspect asymétrique ou est-ce qu'au contraire, elle a une belle forme ronde et ovale? Les bords irréguliers, est-ce qu'elle a un aspect un peu déchiqueté sur les côtés ou est-ce qu'au contraire, c'est bien délimité? La couleur, donc les lésions bénignes, généralement, elles sont homogènes, alors que les lésions malignes, les mélanomes, ont plusieurs nuances de couleurs un petit peu dans le désordre. L'augmentation du diamètre, et puis est-ce que la lésion a changé d'aspect, de forme, de couleur, de taille, et à ce moment-là, il faut voir un dermatologue pour voir s'il y a nécessité de prélever cette lésion et de l'analyser.
Et puis, un petit point sur les campagnes de prévention, parce que c'est bien de se dépister, d'être sensible à la prévention. C'est encore mieux quand on sensibilise les autres. C'est pour ça qu'il y a toutes ces campagnes qui sont mises en place. C'est justement pour essayer de toucher le plus grand nombre. Donc là, on est en plein dans Novembre Bleu, mais vous en avez plein d'autres. Vous avez le pendant féminin avec Octobre Rose. Vous avez le mois sans tabac, le Dry January pour faire un défi de groupe où on arrête l'alcool en janvier. Et puis vous avez des initiatives locales avec des courses, par exemple. Lyon, on a la Scintillante, une course de 10 km dont les bénéfices sont reversés à la recherche au centre Léon Bérard. Voilà, ça peut être l'occasion de se mettre des défis entre collègues, entre amis ou en famille aussi, de manière un petit peu plus conviviale. Et puis donc dernière partie, comment est-ce que vous pouvez agir aussi en tant que patient pour améliorer votre hygiène de vie, comme on l'a vu tout à l'heure. Premier point, c'est le suivi médical. On en a déjà pas mal parlé, mais il ne faut pas avoir peur d'aller voir son médecin, même quand tout va bien. La prévention, c'est aussi notre boulot. Donc, il y a tout à fait possibilité de parler que de ça au décours d'une consultation. Et si jamais ça vous gêne, vous pouvez en profiter pour faire le certificat médical pour le sport à la rentrée. Ça, vous faites d'une pierre deux coups. Parler vaccins, parler dépistage, prendre la tension, parler d'alimentation, de sport, etc. Soit auprès de votre médecin, soit auprès du médecin du travail, ou sinon vous avez le dispositif Mon Bilan Prévention qui est proposé par l'assurance maladie. Vous allez sur le site Amélie, vous remplissez des auto-questionnaires, ça vous redirige vers un praticien de santé qui va vous faire un bilan, puis au décours, vous allez avoir un plan de prévention avec des priorités personnalisées selon votre histoire. Et puis, en cas de symptômes, s'écouter. Voilà. Quand on a des symptômes qui traînent, qui passent pas et qui sont pas expliqués, il faut pas hésiter à se faire examiner parce que c'est aussi comme ça parfois qu'on diagnostique des cancers. J'ai des cas de patients, médecins, pourtant, des patients qui étaient médecins, qui ont laissé traîner des ganglions, des pertes de poids pendant 2-3 ans, puis finalement, c'était un cancer. Comme quoi, ça peut vraiment arriver à tout le monde. Donc voilà, si vous avez des douleurs anormales, une perte de poids non expliquée, de la fièvre, des sueurs la nuit, etc., n'hésitez pas à en parler. Et puis, sur le plan des dépistages, anticipez vos rendez-vous. C'est pas évident d'avoir des rendez-vous en ce moment, donc quand c'est fait tôt, ça vous évite d'être pris au dépourvu. De toute façon, il faut les faire. Donc comme ça, c'est planifié. Ensuite, on va voir l'arrêt du tabac et puis la modération des boissons alcoolisées. Il n'y a pas de seuil sans risque concernant la consommation de tabac. Et d'ailleurs, contrairement à une idée reçue, la durée de tabagisme a un impact plus important que la quantité de tabac. Donc l'argument du je fume que 2 cigarettes par jour, c'est bon, il n'est pas recevable. Et puis d'ailleurs, certains pensent aussi que les effets du tabac sont irréversibles, ce qui n'est pas le cas non plus. Pas tout le temps en tout cas. Parce qu'on voit déjà qu'après ne serait-ce que 2-3 semaines de sevrage, on améliore son odorat, son goût, on diminue la fatigue, le stress. C'est pas un anxiolytique la cigarette d'ailleurs. Et puis même au bout de quelques années, on va venir diviser le risque de cancer et d'autres maladies cardiovasculaires. C'est pas négligeable. Voilà. Si vous arrêtez de fumer à 30 ans, en moyenne, vous gagnez 10 ans d'espérance de vie. Si vous arrêtez à 50, vous en gagnez 6. Si vous arrêtez à 60, vous en gagnez 3. C'est pas négligeable. Et pour l'alcool, même principe, il n'y a pas de consommation qui n'est pas toxique. Mais les experts se sont entendus sur un seuil où le risque reste acceptable. Ce seuil, c'est de ne pas dépasser 10 verres standards d'alcool par semaine, pas plus de 2 par jour, et des jours de pause dans la semaine. Voilà. Et passé 65 ans, on conseille même de ne pas dépasser 7 verres par semaine et pas dépasser un verre par jour. En médecine, il n'est pas vraiment question d'alcoolisme. Une fois, on dit non, mais l'alcool c'est nocif que si je suis alcoolique. Non, déjà c'est un terme qu'on n'utilise plus vraiment parce que c'est quand même stigmatisant et que finalement ça nous apporte pas grand-chose parce que l'alcool est nocif dès qu'on dépasse ce seuil finalement. Voilà. Si vous êtes dans une ou l'autre de ces situations, qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil? Déjà, le premier, c'est de savoir pourquoi vous voulez initier un sevrage. Ça, c'est important. C'est de bien avoir conscience des motivations qui vous poussent à faire la chose. Parce que si vous le faites juste pour faire plaisir à quelqu'un, peu de chances que ça tienne sur le long terme. Donc déjà, il faut être bien au courant de pourquoi on veut arrêter de fumer ou pourquoi on veut diminuer l'alcool. Deuxième conseil, c'est de ne pas vous décourager en cas d'échec. La plupart des tentatives de sevrage, ça prend plusieurs tentatives. C'est pas grave, ça fait partie du jeu.
Et justement, ça m'amène au troisième conseil qui est essayer d'identifier les situations qui vous ont mis en échec. Pourquoi vous avez repris? Parce que vous ennuyez, parce que vous êtes stressé, parce que c'est socialement acceptable avec les collègues. Et c'est en procédant comme ça qu'à terme, vous allez mettre des stratégies de compensation en place pour ne pas reprendre. Et puis le quatrième conseil, c'est de vous faire accompagner. Généralement, il n'y a pas de méthode miracle pour arrêter, mais quand on est accompagné par des professionnels de santé, ça se passe quand même mieux. Donc, pour le tabac, on peut vous proposer des substituts. Puis il y a l'accompagnement aussi, le fait d'être suivi, ça peut motiver, etc. Plein de conseils. Donc voilà, ne pas hésiter à en parler. Le mode de vie actif, c'est pourvoyeur de tout un tas d'effets bénéfiques, pas que en cancérologie d'ailleurs. Avoir un mode de vie actif, ça va réduire le risque d'apparition d'un certain nombre de cancers, d'un certain nombre de récidives. Ça diminue les effets secondaires des traitements, améliore l'énergie, l'humeur, le sommeil, etc. Il n'y a pas besoin d'être un athlète de haut niveau pour bénéficier de tous ces effets positifs. Il n'y a pas besoin d'ailleurs d'aimer le sport. L'activité physique, c'est pas que le sport. Ça peut inclure aussi l'entretien de la maison, les loisirs, les activités professionnelles. En gros, on regarde 3 points, la quantité, l'intensité et le type d'activité physique. Les recommandations, elles sont les mêmes pour tout le monde. 150 à 300 minutes d'activité d'intensité modérée par semaine. Donc, en gros, un effort entre 4 et 6 sur 10, un essoufflement moyen, je suis capable de tenir une conversation. Ou alors, un peu plus élevé, 75 à 150 minutes, on va faire une activité d'intensité élevée, 8 à 10 sur 10 d'effort. Voilà. Pratiquer un peu de renforcement musculaire aussi, à la gym, au pilates, à la salle de sport, à la natation, que sais-je. Et le but, c'est de trouver des activités qui vous plaisent, parce qu'il va falloir les tenir sur le long terme. Donc, il faut que ça s'adapte à vos envies, à votre état de santé, à votre planning, pour qu'en fait, vous ne décrochiez pas au bout de 3 mois. Il faut vraiment prendre du plaisir quand on en fait. Et puis, l'alimentation. Alors, pour faire simple, il n'y a pas de jeûne miracle, il n'y a pas de régime anti-cancer, il n'y a pas d'aliment anti-cancer, et le sucre ne nourrit pas le cancer non plus. Ce qu'on recommande, ça va être de suivre des règles diététiques générales de bon sens, ce qu'on peut entendre assez régulièrement. Ça, par contre, ça peut diminuer à long terme le risque d'apparition de certains cancers et même d'autres pathologies, par ailleurs, sur le plan cardiovasculaire. Premier conseil, éviter les régimes restrictifs. On n'élimine pas des classes d'aliments, ça n'apporte pas grand-chose. Et surtout, en fait, vous avez le risque, quand ça ira un petit peu moins bien dans le quotidien, de craquer et en fait de manger encore moins bien. Donc, c'est pas très rentable, très peu de gens qui s'y tiennent. Vous pouvez diminuer tous les aliments ultra transformés, donc tous ceux qui ont été modifiés par procédés industriels. Charcuterie, fast-food, soda, qu'est-ce que je peux citer d'autre? Les biscuits, les confiseries. Et puis modérer la consommation de rouge, ce qui peut être un facteur de risque de cancer digestif. On dit en général pas plus de 3 portions par semaine. Et à contrario, vous allez pouvoir augmenter les fruits, les légumes, les fruits secs, les légumes secs, qui sont riches en plein d'oligo-éléments, plein de fibres, qui eux sont des facteurs protecteurs plutôt. Tout ce qui est quinoa, avoine aussi. Voilà. Et puis donc l'idée c'est vraiment d'avoir une alimentation relativement équilibrée tout au long de la semaine, puis de se faire plaisir de temps en temps. Je vais conclure là-dessus. Donc pour résumer de manière assez brève, moi je vous encourage à ne pas voir la prévention comme tout un tas de règles un petit peu ennuyeuses et un peu rigides qui nous pourrissent la vie. C'est pas ça, c'est plutôt des axes d'amélioration sur lesquels on peut travailler à notre échelle pour améliorer notre santé. Personne n'est parfait, personne fait tout bien. Par contre, si on arrive à se motiver à faire des petits changements à des endroits où ça nous semble jouable, et à terme, on en tire toujours un bénéfice globalement. Faites-vous suivre régulièrement, faites vos dépistages. Si c'est compliqué de voir votre médecin, prévoyez à l'avance. Et puis surtout, si vous avez des symptômes ou des problèmes, ne restez pas seul. N'hésitez pas à en parler. Il y a des professionnels qui sont faits pour ça. Merci de votre attention. Je passe la main à Monsieur Carduner et puis je vous reprends tout à l'heure pour les questions. Merci. Merci, docteur. Bien, écoutez, bonjour à tous.
Avant de parler de mon cas de patient qui peut peut-être éclairer certaines personnes qui sont à l'écoute de ce webinaire, moi, je voulais remercier le groupe Apicil parce que c'est une excellente initiative que de mettre en lumière les cancers et notamment les cancers masculins. Surtout que, je ne sais pas si les gens le savent ou pas, mais on est au mois de novembre et pour la première fois, le ministère de la Santé a communiqué sur Novembre Bleu, qui est le mois effectivement de prévention des cancers masculins. Je suis ambassadeur également du mouvement Movember. Le mouvement Movember, c'est une fondation. Et donc, on a une petite moustache parce que la moustache, c'est un peu notre ruban rose à nous. Voilà, le docteur aussi a une belle moustache. Et c'est un peu le ruban rose, j'ai tendance à dire, de la santé masculine. Et avant de présenter mon cas, je voulais vous parler également d'une association que j'ai rejointe en tant que bénévole qui s'appelle Sérum. Ça veut dire la fin du mot cancer et le début du mot homme. Et cette association a la particularité d'avoir 2 lignes d'écoute et de ne parler que de prévention des cancers masculins. Donc, les cancers masculins, vous l'avez vu, exclusivement masculins, il y en a 2. C'est le cancer des testicules, qui est le cancer de l'homme jeune, et le cancer de la prostate, qui est le premier cancer pour les hommes. Avec, là, les gens le savent moins, hein, je reviens un peu, même si ça a été dit rapidement, mais je reviens un peu sur les chiffres. Le cancer de la prostate, ça touche 60 000 hommes par an, donc c'est pas rien. Et puis, on dit souvent, c'est un cancer de l'homme jeune, c'est un cancer qui se soigne bien. Il faut savoir que malheureusement, il y a 9 200 les chiffres de l'INCa qui décèdent chaque année d'un cancer de la prostate. Donc, ça veut dire un homme qui part de cette maladie toutes les heures. Donc, c'est quand même une maladie grave. Et également, autour du cancer de la prostate, parfois des idées reçues, comme quoi c'est un cancer de l'homme vieux. Alors pour ma part, je vais vous raconter mon histoire médicale, mais j'ai eu ce cancer, j'avais 57 ans, donc j'estime que ce n'est pas si vieux. Et puis les chiffres de l'INCa expliquent aussi que de plus en plus, on est passé en 5 ans d'une détection moyenne à 69 ans, qui aujourd'hui est arrivée à 64 ans. Et je pense que si on fait une projection, dans les 5 ans à venir, on sera plutôt sur des détections moyennes de cancer de la prostate à 59 ans, de la même manière que pour le cancer du sein. Et bravo les femmes, elles ont réussi vraiment quelque chose d'extraordinaire en prenant un peu en main leur santé et leur prévention. Puisque le cancer du sein, malheureusement, on sait aussi que ce n'est pas un cancer qui peut arriver sur une femme qui a 40 ans. On a aussi des cancers du sein à 25 ou 27 ans. Donc, mon histoire, pour la partager avec vous d'un point de vue de patient, puisqu'effectivement, l'association Sérum a la particularité d'être une association de patients et qui, mieux qu'un patient, peut écouter et comprendre un patient. Eh bien, moi, j'ai été diagnostiqué il y a 3 ans de cela. Comment ça s'est passé? Eh bien, à partir de 55 ans, j'étais en pleine forme, hein, donc mon médecin généraliste me faisait faire ce fameux test de prise de sang du PSA, mais je savais même pas ce que c'était. Pour moi, c'est comme le cholestérol ou autre, c'était un petit check-up qu'on faisait une fois par an. Et donc, j'ai même laissé passer, et lui aussi, la première année où ma prise de sang, mon taux de PSA était à 9. Normalement, sachez que le taux normal doit être autour de 4, on va dire, pour faire simple, parce que ça peut monter aussi un petit peu avec l'âge, mais autour de 55 ans, ça doit plutôt être autour de 4. Donc moi, j'étais à 9, mais j'ai pas du tout prêté attention. Et la deuxième année, reprise de sang, et là, je vois que je suis monté à 11. Donc, je demande à mon généraliste si c'est normal. Donc là, il me dit, ah ben non, monsieur Carduner, ce n'est pas normal. Donc je dis, bah, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, si ça vous inquiète un peu, vous allez voir un urologue. Et donc, en fait, l'urologue, pour les auditeurs de ce webinaire, c'est un petit peu le gynécologue pour les femmes, sauf que le gynécologue, les femmes, à partir de 18 ans, vont le voir une fois par an. Et nous, les hommes, on se soigne très mal, on fait très mal notre prévention, parce que aller voir un urologue, c'est vraiment pas encore dans le côté grand public, et c'est vraiment pas, en fait, au niveau d'un réflexe que les hommes auraient. Et c'est d'ailleurs malheureux, parce que j'en profite pour vous dire que les gens ne le savent pas forcément, mais les hommes meurent en moyenne 5 ans plus tôt que les femmes, et non pas qu'ils sont plus fragiles. La raison principale, c'est qu'ils se suivent moins bien au niveau de leur santé. D'où l'importance, malgré tout, du pré-diagnostic, je vais dire. Donc, cette prise de sang faisait que j'étais au-dessus de la norme, mais bon, en pleine forme. J'étais ce qu'on appelle asymptomatique, c'est-à-dire que je n'avais aucun symptôme, même pas de me lever la nuit pour aller uriner, comme ça peut être le cas pour ce type de pathologie.
Donc, je vais voir un urologue, on est en plein Covid. L'urologue me dit ce fameux geste du toucher rectal. Donc là aussi, je dis, messieurs, n'ayez pas peur. Les femmes vont bien faire un frottis une fois par an. C'est pas grave de faire ce geste à partir de 55 ans, une fois par an. Vaut mieux ça que d'avoir des pépins de santé plus tard. Et donc, le geste médical du toucher rectal, et il me dit, bon, vous avez une grosse prostate, mais vous êtes en pleine forme, tout le monde est un peu stressé en ce moment, rentrez chez vous. Et donc, je rentre chez moi, mais en tant que sportif un peu qui suit sa santé, je me trouvais un petit peu fatigué. Et donc, j'ai pas attendu les 6 mois que m'avait demandé l'urologue, mais quelques mois après, 2 mois après, je suis retourné voir mon urologue et qui m'a dit, bon, écoutez, je sens que ça vous préoccupe, on va faire ce qu'on appelle un test d'imagerie. Donc, l'imagerie, c'était un IRM. Et suite à ce test d'imagerie, eh bien, là, il me dit, ah mince, il y a une lésion. Et donc, on va quand même aller un petit peu plus loin. Et là, les choses s'enchaînent très, très vite. Quand il y a une lésion qui apparaît au niveau de l'imagerie, eh bien, on fait ce qu'on appelle la biopsie. Hein, le docteur en a parlé. C'est-à-dire que c'est vraiment là le geste qui permet de définir si on a ou pas des cellules cancéreuses, puisqu'en fait, on va analyser ce prélèvement de cellules que l'on fait. Donc, le retour, moi, j'avais effectivement plus de 80% de zones touchées dans ma prostate par des cellules cancéreuses et peut-être même sorties de la prostate. Donc ça, pour les gens qui ne connaissent pas, sans rentrer dans le détail, c'est vrai qu'il y a une graduation et de la vélocité, de l'agressivité des cellules cancéreuses, mais également de la manière dont votre organe a été attaqué. Et quand ça sort de ce qu'on appelle la coque prostatique, ben, c'est plus embêtant. Donc moi, j'avais déjà une vésicule séminale de toucher et j'avais également un ganglion de toucher. Donc, quand on vous dit le mot cancer, ça aussi, c'est un message que je veux faire passer à tout le monde, surtout à nous les hommes. Le mot cancer, ben, ça fait peur, ouais. On va pas dire le contraire, c'est une maladie qui fait peur, c'est une maladie qui peut tuer. Et pour autant, il faut en parler, il faut libérer la parole autour de ces sujets. C'est pour ça que je me suis engagé dans le bénévolat pour essayer de briser tous ces tabous. Et donc, une fois qu'on m'a annoncé le cancer, eh bien, il y a différentes possibilités de traitement. Moi, dans mon cas, là aussi, je veux revenir là-dessus parce que c'est pas forcément toujours bien fait. Désolé, hein, docteur, je veux pas critiquer le monde médical que j'admire énormément, mais parfois les annonces de diagnostic sont pas toujours faites comme il le faut et le choc est quand même violent pour le patient. Et donc, moi, on me dit, vous avez un choix éclairé à faire. Eh ben, je peux vous dire qu'il n'était pas du tout éclairé. Pour moi, je me disais, qu'est-ce que je fais? J'ai un cancer, je vais mourir quand? Combien de jours il me reste, etc. Donc, toute cette question, quand on vous annonce un diagnostic de type lourd, eh bien, elles sont légitimes. Il n'y a pas de honte. Moi, j'ai même eu une dépression après mon traitement. J'ai beau être un homme, bah oui, j'ai eu un coup de mou au niveau aussi du moral. Et il n'y a pas du tout de honte à ça. Il y a des psychologues qui vont vous aider ou des psychiatres qui peuvent vous aider si vous avez des problèmes. Donc, moi, le choix que j'ai fait, c'était de me dire, je vais me faire opérer une prostatectomie radicale, c'est-à-dire qu'on enlève l'organe de la prostate en espérant enlever, c'était en tout cas dans ma tête de patient, enlever la maladie. C'est pas si simple que ça parce qu'on parle de plus en plus de maladies chroniques. Et preuve en est, puisque je vous raconte mon histoire de patient, eh bien sachez que j'ai été tranquille pendant 3 ans. J'ai été opéré d'une prostatectomie radicale à 57 ans, il y a 3 ans de cela. Et aujourd'hui, malheureusement, je suis en récidive. Donc, comment on voit qu'on est en récidive? Donc, on le voit de 2 manières. La première, on le voit en surveillant, puisque ce cancer évolue quand même assez lentement. Bien souvent, on fait de la surveillance. Donc, moi, j'avais une prise de sang tous les 3 mois. Et on a vu cette récidive qu'on appelle biologique, c'est-à-dire n'ayant plus de prostate, je ne devrais plus avoir cet indicateur de PSA dans mon sang. Et là, il remontait progressivement. Et donc, là, il a atteint le seuil de 0,2 de ce qu'on appelle la récidive, mais peu importe le taux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que effectivement, malheureusement, ce type de pathologies peuvent être chroniques. Mais le message que je veux passer aussi, pour pas faire peur aux gens, c'est qu'on traite de mieux en mieux. Il y a de plus en plus de traitements novateurs. Et là, actuellement, je suis sous radiothérapie. Et vous voyez, je vous parle, je suis en bonne santé générale. Et je suis également ce qu'on appelle sous hormonothérapie. Le docteur en a parlé également rapidement, puisqu'en fait, ce cancer de la prostate peut grossir, et pour faire schématiquement et que tout le monde comprenne bien, il se nourrit en fait des hormones mâles. Et donc, ce que l'on fait, on essaye de supprimer les hormones mâles pour réendormir la maladie. Donc, voilà où j'en suis aujourd'hui et voilà ce que je voulais partager avec vous. Le diagnostic et le pré-diagnostic est important à partir de 50 ans.
Contrairement, comme l'a expliqué le docteur, à certains cancers, c'est pas systématisé. Mais moi, j'invite, et notre association également, à pousser les hommes à aller faire cette petite prise de sang qui ne coûte rien, ni à la société, ni à vous en termes de contraintes, une fois par an. Et effectivement, on surveille si ce taux de PSA augmente. Vous n'avez pas forcément un cancer, bien loin de cela. Parfois, le cancer, même une fois qu'il est détecté, c'est simplement de la surveillance. Donc, il ne faut pas avoir peur, mais il faut quand même, malgré tout, faire ce pré-diagnostic parce qu'il peut y avoir, comme je le disais, des diagnostics très, très lourds, puisqu'on est quand même à 9200 décès du cancer de la prostate par an. Ce n'est pas rien. Donc, messieurs, s'il vous plaît, prenez soin de vous. Et donc, on va laisser un petit peu de temps pour les questions-réponses. Et avant de lancer les questions-réponses, d'ailleurs, j'en ai une auprès de notre docteur. C'est que moi, je suis un patient. J'entends beaucoup parler que l'activité physique est importante. On nous parle beaucoup de APA, ça veut dire activité physique adaptée, c'est-à-dire que selon les conditions physiques de tout à chacun, on peut faire un peu de sport ou d'activité, on va dire, à l'échelle de ce que l'on peut. Mais comment, docteur, on peut bénéficier de ça? C'est accessible à tout le monde, il faut être patient et on fait… Comment ça fonctionne? Alors ça, merci de votre question, Olivier. Alors ça, c'est un vrai challenge pour la décennie à venir, l'APA. Pour faire simple, donc l'activité physique adaptée. C'est des séances d'activité physique qui sont dispensées par des enseignants qui sont spécialisés là-dedans, des enseignants de l'APA, où on va vraiment prendre en charge on va prendre en charge des patients et on va prendre compte de leurs soucis de santé pour leur proposer une activité qui soit bien adaptée à leur cas. Par exemple, s'ils ont des douleurs ou s'il y a des exercices qu'ils peuvent pas faire parce qu'ils sont contre-indiqués pour des raisons médicales. Donc ça peut se prescrire par n'importe quel médecin. Donc le médecin va faire un certificat de non-contre-indication et marquer aussi les restrictions et les points de priorité et les modalités de pratique sur le certificat. Le problème, c'est après pour la redirection. Effectivement, c'est pas évident. En gros, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Alors, on a des enseignants en activité physique qui peuvent intervenir à domicile. Ça existe. Il y en a qui viennent directement faire des séances à la maison. Vous avez des structures sport santé qui sont en fait des sortes de salles de sport, mais pour des patients qui sont porteurs de pathologies chroniques. Parce que du coup, l'APA, je ne l'ai pas dit, mais est réservé à des porteurs de pathologies chroniques, pas que le cancer. Par exemple, si vous faites un infarctus et que vous avez des séquelles ou vous avez de la bronchite chronique du fumeur, ça peut tout à fait rentrer là-dedans. En fait, toute pathologie chronique qui retentit sur la condition physique. Donc, vous avez les structures sport santé, l'APA à domicile. Vous avez des associations aussi. Par exemple, à la Ligue, ils peuvent vous rediriger. Il y a des initiatives qui se montent avec des petits groupes de randonnée, de différentes pratiques. Vous avez directement dans les centres, par exemple à Léon Bérard, nous, on a tout un pôle dédié à ça. On a l'espace pyramide, pour ceux qui connaissent Lyon et qui sont déjà passés devant. Il y a une grande pyramide en verre, où en dessous, vous avez une grande salle de sport. Il y a plein d'enseignants d'activité physique qui proposent plein de choses. Maintenant, le problème, c'est déjà de trouver. Donc ça, le plus simple, c'est vraiment de chercher sur Internet ou de demander à votre médecin s'il connaît un peu le réseau. Et après, c'est pour la prise en charge financière. Aujourd'hui, l'APA n'est pas remboursée par l'assurance maladie. C'est en débat. Bon, c'est pas super bien parti pour l'instant, mais on lâche pas. Par contre, les mutuelles peuvent prendre en charge. Donc, il y a certaines mutuelles qui prennent en charge à hauteur de, 200 € par an ou un certain nombre de séances, etc. Donc ça, il faut directement vous enquérir auprès de votre mutuelle pour savoir si vous rentrez dans ce cadre-là. Voilà, c'est à peu près ça. Je ne sais pas s'il y avait des questions auprès de l'auditoire. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup, Olivier, pour vos interventions très claires. Effectivement, j'ai sélectionné quelques questions. Vous avez déjà évoqué un grand nombre de sujets et l'un et l'autre. Cependant, la question est, y a-t-il vraiment un intérêt à faire des tests de dépistage du cancer, notamment colorectal, avant 50 ans? Avant 50 ans? Ça dépend des indications. En fait, quand des recommandations comme celle-ci sont décidées, en fait, ça résulte de tout un tas d'études qu'on va piloter en amont pour savoir à quel moment on va prendre en compte différents paramètres. On va prendre l'âge moyen de survenue de tel ou tel type de cancer, justement, comme je disais tout à l'heure, la balance bénéfice-risque à faire certains examens, comment est-ce qu'on peut le mettre aussi en place sur le plan pratique, etc. Pour le cancer du côlon, effectivement, dans certains cas, on commence à 45 ans, mais en général, quand il y a un risque élevé de cancer colorectal, c'est coloscopie directement.
Voilà. Après, ça dépend ce qu'on trouve. Quand il y a des polypes, des fois, on fait des surveillances à 1, 2 ou 3 ans. Et puis, quand il n'y a rien, que la coloscopie est tout à fait normale, on fait une surveillance systématique plutôt tous les 5 ans. Ça, vraiment, c'est au cas par cas, quoi. Voilà. Mais non, en général, on commence à 50 ans. C'est l'âge où vous commencez à recevoir votre enveloppe par la poste. D'ailleurs, j'en profite, si vous ne l'avez pas reçu pour X raison ou que vous avez oublié de le faire, vous n'avez pas besoin de l'enveloppe, hein. Vous pouvez aller à la pharmacie directement pour le récupérer. Très bien, merci beaucoup, docteur. Une autre question, pour voir un neurologue, est-ce qu'il faut passer par une prescription du médecin généraliste? Oui, en fait, vous pouvez, mais en général, ce ne sera pas remboursé si vous n'êtes pas dans le cadre du parcours de soins, en tout cas bien moins remboursé. Donc le plus simple, oui. Et puis de toute façon, pareil, le médecin traitant reste quand même le chef d'orchestre des prises en charge aussi. Il peut déjà bien vous guider. J'ai vu d'ailleurs passer la question aussi pour le dermatologue. Vous avez des médecins traitants qui sont tout à fait au taquet sur ce sujet-là et qui sont tout à fait capables de voir et de trier déjà des lésions rassurantes, si je puis dire, en tout cas qui n'ont pas de critères de malignité, et des lésions qui, elles, sont beaucoup plus importantes. Après, bien évidemment, ça dépend de chacun. Et voilà, j'ai vu aussi passer, voilà, si vous êtes inquiet, il n'y a pas de problème à demander un second avis, hein. Normalement, le médecin n'est pas censé se braquer, hein, ça arrive régulièrement. On demande un deuxième avis et puis voilà. Très bien, merci docteur. Encore une question, est-ce que la difficulté à uriner sans pousser est un signe important de potentiel cancer de la prostate ou cela peut également avoir d'autres causes? Oui, ça peut avoir d'autres causes. Comme on le disait tout à l'heure, justement, quand il y a un adénome, donc une tumeur bénigne ou une hypertrophie de la prostate, on va avoir des symptômes assez similaires finalement et qui ne sont pas du tout d'origine cancéreuse. Mais c'est vrai qu'en amont, on n'a pas de, voilà, si vous avez juste ce symptôme-là, c'est pas évident de trancher pour l'un ou pour l'autre. Donc c'est là que ça nous ramène justement au dosage du PSA, au toucher rectal, etc. Et puis justement, ça nous incite à être un petit peu plus armé dans notre surveillance, dans notre dépistage, que si vous n'avez pas de symptômes. Encore une fois, voilà, tout est question de contexte. Mais oui, pour répondre à votre question, oui. En général, d'ailleurs, c'est plus souvent lié à des causes tout à fait bénignes. Très bien. J'ai une question plus en lien avec la nourriture. Une personne s'interroge sur la confiance que l'on peut accorder sur le Nutri-Score. Ouais, bonne question. Il y a tout et de rien dans le Nutri-Score. Non, d'expérience personnelle, il y a quand même des fois des Nutri-Scores que je trouve un peu aberrants, d'autres qui sont plus fidèles. Moi, globalement, pareil, je vous recommande le bon sens. C'est quand vous voyez un aliment, c'est vous dites, est-ce que cet aliment, j'aurais pu le cueillir dans la nature ou est-ce qu'il est passé par 15 usines avant que je le mange? Voilà. Et globalement, il faut éviter les aliments qui passent par 15 usines. Donc, globalement, si vous avez une alimentation qui est riche en fruits, en légumes, en céréales, en féculents, et que vous évitez tous les trucs en boîte complètement transformés ou qui ne ressemblent plus du tout à un aliment naturel, c'est moins bon. Voilà. À part ça, non, le Nutri-Score, je dirais pas une confiance absolue. Voilà. Très bien, merci docteur. Une autre question, pourquoi le FIT test est limité à 74 ans? Pour plusieurs raisons. La première, c'est l'âge de survenue de ces cancers, qui est justement dans cette phase 50-75 ans. Et encore une fois, l'autre raison, elle nous renvoie à la balance bénéfice-risque, pour autant que j'en sache. C'est-à-dire que si on peut proposer un dépistage individuel par fit test à quelqu'un qui le demande. Par exemple, si vous avez un patient qui est en super bonne santé à 79 ans, qui veut le faire, il n'y a aucun problème, on lui proposera. Par contre, en population générale, à passer un certain âge, on estime que de prendre en charge des cancers trop invasivement va pas faire gagner d'espérance de vie de manière significative et va causer beaucoup d'effets secondaires, beaucoup de symptômes qu'on aurait pu éviter ou on se serait plutôt concentré sur des mesures de prise en charge des symptômes en fait. Voilà pourquoi en général les dépistages s'arrêtent à 75 ans. D'une part pour l'âge des survenus et d'autre part pour ne pas être trop invasif dans nos traitements, pour ne pas causer finalement plus de misère à notre patient qu'autre chose et sans bénéfice au bout si vous voulez. Très bien, merci docteur. Une nouvelle question, quand le taux de PCA est élevé, l'urologue ne devrait-il pas faire systématiquement une radio? Alors ça, c'est pas mon domaine.
trancher à quel moment on va à l'examen ou pas, ça relève de la décision de l'urologue, du contexte clinique, de la cinétique, encore une fois, comme on disait, du PSA. Est-ce qu'il augmente? Est-ce qu'il est stable? Est-ce qu'il diminue? C'est ça aussi qui est important. Ça, je peux pas répondre. Ça relève plus de la vie médicale et ça va vraiment dépendre de chaque situation. Mais si je peux me permettre sur cette question, en fait, aujourd'hui, je pense que les patients doivent être de plus en plus acteurs de leur parcours de soins. Et c'est-à-dire qu'effectivement, même un toucher rectal, si on regarde l'anatomie du corps d'un homme, ne permet pas en fait de surveiller toute la prostate. On ne voit que la partie antérieure. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas hésiter à pousser un peu un médecin si vous sentez quelque chose d'un peu anormal dans votre quotidien, même de la fatigue, à demander effectivement un test d'imagerie auprès de votre urologue qui lèvera tous les doutes possibles autour de vos questions. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux. Messieurs, je vois qu'il est 13 heures. Dans le chat de conversation, j'ai également à vous partager beaucoup de remerciements pour ce webinaire qui était très clair. Un grand merci et de grands bravos aussi pour votre témoignage, Olivier. Effectivement, toutes les informations que vous nous avez partagées étaient extrêmement claires. Vous pourrez donc retrouver ce replay très rapidement sur les réseaux et par le lien que vous allez recevoir. Merci à tous pour votre connexion. Merci docteur, merci Olivier. Je vous souhaite à tous un très bon appétit si vous n'avez pas encore déjeuné, une très belle journée et surtout prenez soin de vous. Au revoir. Merci. Bonne journée à tous, au revoir. Bonne journée, au revoir.